Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'embarquement de la base Impact Alliance. Désormais, votre rendez-vous trimestriel. J'ai la chance aujourd'hui d'être entourée de Charles Benoît Etzig, président fondateur du Rameau, mais également de Michael Réau, président de SINDUP, PDG de SINDUP, qui nous présenteront chacun à leur tour la base Impact Alliance. J'aurai également la chance d'ici quelques temps d'être avec Caroline Germain, déléguée générale de l'ADASI. Tout d'abord, un petit retour sur l'animation des connaissances des petits changements, comme nous vous l'avions déjà indiqué fin décembre pour cette année 2026. Toujours une animation en 4 temps, cela ne change pas du tout. Un rendez-vous hebdomadaire avec les jeudis de l'ODD 17 qui propose chaque semaine une actualité, un portrait et un outil, tout issu des territoires. De rendez-vous aussi mensuels, avec un thème chaque mois différent, avec la gazette de l'ODD 17 qui met en perspective finalement les enseignements du mois, et le fameux interview 3 questions A, qui donne chaque mois la parole à un acteur engagé pour ancrer et incarner le thème du mois. 3 rendez-vous trimestriels cette année, la session de redécouverte de la base Impact Alliance avec un invité chaque mois, le webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique. Cette année, le thème est Trajectoire socio-économique en et des territoires. Le prochain est d'ailleurs le 19 février sur le thème Trajectoire socio-économique. Quelle nouvelle méthode? Et enfin, un troisième rendez-vous trimestriel, le bulletin de veille et d'analyse de l'innovation sociétale. Enfin, un rendez-vous annuel cette année autour du dossier Juris Association qui sera publié en novembre au moment du Salon des maires. Pour cette session, je vous propose un programme en 3 temps. Une première partie sur le contexte. Pourquoi cette base Impact Alliance? Pourquoi elle existe? Quelle est l'intention de chacun de nos partenaires? Comment la prendre en main? Un outil pratique, vous verrez. Nous aurons ensuite un temps d'échange avec Caroline Germain, donc déléguée générale de l'ADASI, qui viendra en tant que membre du comité modèle socio-économique nous présenter le programme 2026 de la plateforme Trajectoire socio-économique. Et enfin, nous terminerons avec les actualités du trimestre. Charles Benoît, je vous laisse la parole pour présenter la base Impact Alliance, nous expliquer finalement ses origines, pourquoi elle existe, quelles en sont ses racines et comment elle est structurée. Merci beaucoup Armel, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai effectivement le plaisir de vous présenter le contexte, les objectifs et les partenaires de cette base Impact Alliance. Alors peut-être de rappeler que la co-construction de cette boussole correspond à la co-construction durant 5 ans de la boussole l'ODD 17 en pratique, dans la mesure où en parallèle de l'étude d'impact sur le fer alliance en France entre 2018 et 2021, il y a eu un travail conjoint qui a permis à la fois de mettre une vitrine institutionnelle sur finalement comment fait-on alliance aujourd'hui. Cette vitrine est sur association.gouv.fr, c'est la vitrine Alliance et Territoires, de faire un parcours pédagogique dans cette dynamique-là, et puis d'animer régulièrement l'information sur qui fait quoi dans cette capacité à réussir les transitions en coopérant. Et toute cette dynamique-là a été capitalisée dans la plateforme odd17.org de façon mutualisée dans le cadre d'une mission ministérielle où cette élaboration d'un commun des connaissances sur les alliances d'intérêt général faisait partie de l'une des 21 mesures ministérielles. Et dans ce cadre, nous avons pu inscrire un projet que nous avions dès 2013, qui s'était construit progressivement, de pouvoir valoriser l'ensemble des dynamique qui finalement incarne et ancre très concrètement localement ces alliances d'intérêt général. Et c'est dans ce cadre que nous avons co-construit la base Impact Alliance, notamment avec SINDUP, parce qu'il nous fallait bien évidemment un acteur avec la technologie suffisante pour nous permettre d'élaborer cette base. Alors, quelle est cette base? Eh bien, nous avons voulu faire un 4 en 1 pour initier, piloter, évaluer et valoriser les stratégies partenariales apprenantes qui aujourd'hui répondent à nos défis en commun.
Alors, quels sont ces quatre leviers? Eh bien, d'abord, il faut être informé, savoir de quoi nous parlons. Et c'est l'importance de l'information hebdomadaire sur finalement comment faire alliance en pratique des jeudis de l'ODD 17 que vous retrouvez sur odd17.org. Le deuxième point, et c'est ce qui a été réalisé durant l'étude d'impact du Faire Alliance en France, c'est de pouvoir recenser la diversité des formes de partenariats inspirants qui peuvent exister. Tout domaine, tout acteur, tout territoire. Parce que si je suis une PME intéressée par le numérique dans l'Orléanais, je ne suis pas une association à La Réunion qui souhaite s'intéresser sur la question sociale. Et donc, il était important de pouvoir montrer et incarner très concrètement que finalement, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires en France, métropolitaine et ultramarine, étaient concernés par cela. Et grâce à l'impulsion de cette première étude d'impact de notre nation, à l'échelle des 13 régions métropolitaines entre 2018 et 2022, eh bien, nous avons pu recenser, dans un premier temps, 650 exemples inspirants, et nous en sommes aujourd'hui à plus de 1000 qui sont recensés sur cette base impact. Si nous ne savons pas que font les gens, nous ne pouvons pas nous inspirer. La troisième étape, c'est qu'une fois que je suis informé, une fois que je suis finalement en connaissance de la diversité de ce qui se passe, eh bien, il faut que je puisse être en proximité avec la réalité de ce que nous appelons le premier kilomètre des besoins, des ressources et des envies d'engagement. Et ça, nous avons la chance d'avoir un partenariat avec le réseau des catalyseurs territoriaux qui peut permettre de recenser 350 catalyseurs qui jouent un rôle absolument essentiel sur les territoires pour animer ces relations entre collectivités, associations, établissements scolaires, entreprises de leur territoire, et donc qui permettent non seulement d'avoir des exemples très inspirants, mais de les incarner par rapport à ce premier kilomètre de la réalité locale. Et enfin, parce qu'il faut aussi prendre de la hauteur, eh bien, nous avons la chance d'avoir la veille régulière de l'innovation sociétale qui est depuis 2014 capitalisée, et nous avions besoin, justement, au-delà de pouvoir tous les trimestres adresser ce bulletin, de pouvoir savoir comment capitaliser à un endroit commun parce que maintenant, et grâce notamment aux potentialités de l'IA, eh bien, nous allons pouvoir, des 5000 articles, non seulement continuer à donner l'actualité, mais aussi pouvoir revenir en arrière depuis 2014, comment a évolué tel ou tel sujet qui, finalement, aujourd'hui est structurant, notamment pour les nouveaux modèles socio-économiques et notamment pour les territoires. Alors, dans ce cadre-là, vous comprenez bien que pour construire un tel projet extrêmement ambitieux, eh bien, il nous fallait le construire avec des partenaires. Il n'était pas possible de le faire tout seul, n'ayant pas ni les connaissances ni les compétences pour pouvoir le réaliser. Le premier d'entre eux a été bien évidemment le fonds ODD17 et notamment la capitalisation partagée au travers de ce back-office commun qui est la plateforme odd17.org pour justement mettre en avant toute la connaissance, toutes les compétences qui existent aujourd'hui sur cette dynamique et de pouvoir la mettre en dynamique puisque chaque semaine, cette information nous permet d'avoir réellement une information extrêmement vivante et extrêmement concrète au quotidien. Le deuxième partenaire, c'est bien sûr l'Observatoire des partenariats, puisque depuis 2008, l'Observatoire qui a été créé avec la Caisse des dépôts, en partenariat avec le MEDEF et le mouvement associatif, permet de pouvoir suivre la façon dont nos concitoyens, dont les associations, dont les entreprises, dont les élus locaux, finalement, pratiquent ces alliances. Et puis, nous l'avons vu, de pouvoir en parallèle recenser les pratiques qui permettent de comprendre aujourd'hui comment ce mouvement de co-construction du bien commun est en train de se structurer au-delà des exemples inspirants. Je vous invite notamment à regarder à la fois les études de l'Observatoire, on peut parler de tendances et fragilités économiques qui a été publié l'année dernière au moment du Salon des maires, et puis peut-être aussi les fiches repères de l'Observatoire des partenariats qui, au travers de 10 profils d'acteurs, 16 domaines d'action et des connaissances régionales et ultramarines, permettent de mieux comprendre
comment s'inscrit concrètement au quotidien ce mouvement de co-construction, d'alliance d'intérêt général au service de la territorialisation des transitions et plus globalement de réussir les transitions, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales ou sociétales. Nous avons aussi, bien évidemment, le réseau des catalyseurs territoriaux qui ont recensé, au-delà des 350 catalyseurs qu'ils représentent, près de 600 correspondants territoriaux qui permettent justement de comprendre concrètement et localement ce qui se passe dans nos territoires métropolitains et ultramarins. Et grâce à un partenariat avec MIA, Mapping Action, qui est un outil numérique qui a été construit par un professeur-chercheur du CNAM, eh bien, nous avons la possibilité d'avoir cette cartographie extrêmement vivante de près de 600 acteurs qui, concrètement, au quotidien, peut dynamiser ces alliances collectives. Et puis, je le disais, depuis 2014, Innovation Sociale Conseil publie tous les trimestres, grâce notamment à un professeur associé d'HEC, un bulletin de veille extrêmement précieux sur l'innovation sociale et sociétale. Et ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est de pouvoir voir évoluer un certain nombre de sujets. Alors, je n'en évoquerai un pour reboucler avec le DD17 en pratique. Par exemple, comment a pu évoluer l'agenda 2030 depuis sa signature en 2015, puisque bien que très décrié aujourd'hui, et on le voit pour des raisons géopolitiques, je rappelle que c'est un engagement mondial de l'ensemble des pays, puisque les 196 nations l'ont à l'époque signé, avec un engagement de pouvoir, à fin 2030, finalement, avoir répondu à nos grands enjeux internationaux, mais aussi locaux. Et comment est-ce que cela a évolué? Eh bien, il est intéressant, à travers cette capitalisation, de voir finalement les avancées, les reculs, les flux et le reflux de ce mouvement de transition que nous vivons tous. Et c'est très important de garder cette mémoire-là, parce que bien évidemment, le lien avec l'actualité doit en permanence être fait pour comprendre quel cap et quel cadre nous pouvons avoir. Tout cela afin d'avoir des trajectoires plus durables, plus équitables, plus inclusives, et bien évidemment être en confiance dans notre capacité à réussir les transformations. Mais tout cela n'aurait pas pu être fait, puisque c'était un rêve du Rameau depuis 2013 de lancer un tel outil. Et au-delà de ces partenaires de contenu, il nous fallait trouver un partenaire qui est la technologie, le savoir-faire, parce que la veille, parce que toute cette dynamique de capitalisation et de mise à disposition de l'information ne s'invente pas, et que bien évidemment, il faut aller chercher l'acteur qui est en capacité de pouvoir outiller cette logique-là. Et bien évidemment, lorsque nous avons commencé à regarder qui pouvait être le partenaire de cette industrialisation de la base impact pour qu'elle puisse changer d'échelle, eh bien, il nous est apparu évident d'aller chercher l'un des pionniers de la veille et de l'intelligence numérique qui est SINDUP, et pas seulement parce que SINDUP est un des pionniers à avoir très tôt vu que la veille allait devenir dans nos mouvements de plus en plus instables, de plus en plus stratégiques, comprendre ce qui se passe est de plus en plus stratégique, mais aussi parce que SINDUP, de par son engagement, notamment avec l'Observatoire du Grand Rebond lancé il y a quelques années, mais pas seulement, est un acteur qui est à la fois avec une compétence extrêmement fine sur nos sujets, mais aussi extrêmement engagé, et ça montre ce que veut montrer la base impact. Il ne faut pas opposer performance et engagement, ce sont bien les deux jambes du même mouvement pour réussir les transitions. Et merci infiniment, cher Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire de production de cette base Impact Alliance, parce que sans SINDUP, sans l'engagement de toute l'équipe qui est derrière, eh bien, nous n'aurions pas pu inventer cet outil radicalement innovant, mais deux, surtout, bien évidemment, tout cet engagement des femmes et des hommes, des organisations et des territoires serait encore resté un grand silence pour tous. Or, nous avons besoin, plus que jamais, que d'éclairer
celles et ceux qui aujourd'hui sont à la manœuvre pour réussir l'agenda 2030, c'est-à-dire la transformation société vers laquelle nous aspirons tous pour 2030. Merci beaucoup Charles Benoît, merci de cette mise en perspective des origines de la base Impact. Vous nous avez rappelé aussi l'importance de la veille. Je vous propose maintenant d'écouter Mickaël Réau, donc fondateur de SynDup, qui nous présente la vision de notre partenaire sur cette base Impact Alliance. Mickaël, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci Charles Benoît, merci Armel. Effectivement, c'est un partenariat qui s'est installé, je dirais, assez naturellement quand on s'est rencontrés parce que c'était la rencontre entre un travail de fond à travers plusieurs années sur de la production de contenu à très forte valeur ajoutée et nos solutions technologiques qui, depuis 20 ans, sont développées, conçues pour avoir un impact sur la stratégie des organisations, des territoires, des acteurs publics qui ont recours à nos solutions. Et la fusion de ces deux cheminements à travers les années nous a permis de réaliser ce combo qui va complètement dans le sens de ce qu'évoquait Albert Einstein quand il disait que la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste n'est que de l'information. La capacité de la base impact à remonter des retours d'expérience concrets, opérationnels, de coopération dans les territoires, permet véritablement d'avoir de l'information qu'on peut qualifier d'utile et d'intérêt général, d'information actionnable, c'est-à-dire que c'est de l'information qui donne toutes les clés de succès, qui montre comment les coopérations se sont mises en place, pourquoi, comment elles fonctionnent, comment elles s'opèrent, pour quels résultats et quel impact. Et c'est ce type de connaissances dont on a plus que jamais besoin pour justement sortir du bruit informationnel et aller se saisir de connaissances actionnables. Tous ces concepts, on les retrouve à travers le plaidoyer de l'information pour le monde suivant, association avec laquelle nous collaborons activement. Donc il y a un alignement des planètes en termes de constats d'acteurs qui, depuis 15-20 ans, ont cheminé les uns sur des sujets complémentaires des autres. Et on s'est tous retrouvés il y a maintenant quelques années pour ce beau projet. Donc c'est un grand plaisir pour l'équipe SynDup de pouvoir participer et contribuer à valoriser toutes ces informations. Et puis tu évoquais la notion de veille, Charles Benoît, et également de gestion des connaissances. Et là, c'est un lien important à faire parce que quand les organisations font de la veille, elles gèrent des flux d'informations, ce qui est essentiel. C'est nécessaire, mais insuffisant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'atterrissage dans une base de connaissances non périssable, on est finalement, pour faire le parallèle avec l'économie plus générale, dans l'économie linéaire, l'économie de flux. Ce qui est important, c'est de penser à la pérennité des informations et des connaissances produites. Et donc, s'il n'y a pas cette logique de capitalisation avec des connaissances qui sont architecturées de façon à ce qu'elles soient facilement accessibles et exploitables dans le temps, ce qui est le cas avec la base Impact, hein, une collaboration, une coopération territoriale qui se retrouve dans la base Impact à un instant T, a tout autant de valeur 3, 4, 5 ans plus tard. Parce que justement, on est sur un retour d'expérience qui est réplicable, avec des clés de succès, avec aussi des erreurs potentielles à éviter, parce que c'est tout aussi important que les clés de succès. Et donc, on est bien dans ce continuum entre la capacité à filtrer les flux d'informations, à avoir des remontées terrain et à en faire du contenu non périssable qui va, dans la durée, avoir des impacts, créer de la valeur sans nécessairement devoir la retraiter en permanence. Elle a été suffisamment qualifiée et pérennisée pour avoir cette durabilité. Donc ça, c'est aussi un succès du projet de la base Impact. Et puis, effectivement, l'IA, et en particulier l'IA générative, ouvre de nouvelles perspectives pour que toute cette base historique puisse être encore plus facile d'accès pour les acteurs de terrain. On a la semaine dernière annoncé tout un ensemble de nouvelles briques technologiques à travers notamment une bibliothèque de traitement IA
intégrés à la plateforme SynDup. Et en 2026, on va s'intéresser dans notre collaboration à faire en sorte que toutes ces briques IA puissent demain augmenter encore l'impact de cette base pour que l'accessibilité aux acteurs qui n'ont pas nécessairement le temps de comprendre comment fonctionne un outil, aussi simple soit-il, plus on peut aller vers la simplicité et surtout partir de l'expression de besoin, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de ne plus être dans une logique d'offre, mais plutôt de partir de la demande. Et donc, d'avoir un utilisateur demain qui explique son contexte et que l'outil soit en capacité tout de suite de le flécher vers les retours d'expérience documentés qui vont être complètement à propos, va nous permettre de maximiser encore un peu plus l'impact de cette base. Donc l'aventure continue et nous sommes ravis d'être partenaires avec le Rameau pour la suite. Merci beaucoup, Mickaël. Merci de ces explications. Alors maintenant, je pense que tout le monde a envie de savoir concrètement comment fonctionne la base Impact. Et nous écoutons donc Adrien Sasso qui nous partage son mode d'emploi très concret. Adrien, c'est à vous. Alors, il nous manque le son d'Adrien. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenaires inspirants. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter quatre bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équipes socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie de droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc, vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également la capacité de dire je vais cliquer sur telle image de mots-clés
Par exemple, ici, je m'intéresse aux fiches outils et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Bonne recherche à vous! Merci Adrien, merci pour ce mode d'emploi très clair. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire sur la base Impact Alliance. Est-ce que nous avons des questions aujourd'hui? Il ne me semble pas. Je vous propose donc maintenant d'accueillir l'invité du trimestre, Caroline Germain, déléguée générale de l'ADASI. Caroline, bonjour. Oui, bonjour, enchantée. Ravie d'être parmi vous. J'espère qu'il n'y a pas de bruit de fond. Non, pour l'instant pas du tout. Deux petites questions aujourd'hui. Le programme 2026 de la plateforme Trajectoire socio-économique vient d'être défini. Quelles en sont les principales caractéristiques? Oui, tout à fait. Je vous rappelle que Trajectoire socio-économique, c'est avant tout un collectif d'acteurs et un collectif d'acteurs qui se mobilisent autour de 3 axes. Un premier axe qui est une capitalisation commune et il est très clair que cette année 2026 continuera à être dédiée à cette capitalisation et à réaliser des webinaires et contribuer à un dossier Juris Association. C'est aussi un suivi d'expérimentation de ces différents acteurs. Il est assez clair que la priorité 2026 sera de vraiment mettre toutes nos forces dans l'appropriation de tout ce qui a été réalisé sur le modèle socio-économique et notamment l'appropriation du concept, de comprendre de quoi on parle quand on parle de modèle socio-économique. Donc, on va vraiment, je veux dire, mettre le focus pour permettre justement d'entrer à tout à chacun, quelle que soit sa posture, je ne parle pas que des dirigeants associatifs, je parle de tous les partenaires, que tout à chacun puisse reconnaître et comprendre quels sont les enjeux, de quoi on parle et qu'on puisse partager en fait une sémantique commune pour se comprendre et pour faciliter le dialogue. Et enfin, troisième axe, depuis plusieurs années, donc Trajectoire socio-économique, c'est un petit collectif d'acteurs représentatifs, notamment des différents enjeux du monde de l'intérêt général, d'acteurs institutionnels, je pense à la JETVA, notamment, bien évidemment le rameau, mais aussi des acteurs d'accompagnement comme la DASI, de territoires comme le RNMA ou encore IDEAS, mais j'en oublie bien évidemment l'IFMA via l'Institut français du monde associatif. L'une de nos priorités 2026 sera maintenant d'ouvrir ce collectif de manière à aller bien plus loin et, si j'ose dire, passer une nouvelle marche dans ce que l'on peut proposer à Trajectoire modèle socio-économique. Merci Caroline pour votre réponse. Vous parliez justement tout à l'heure de l'accompagnement. On va revenir un petit peu sur l'ADASI. L'accompagnement, c'est un point clé du travail mené en commun. Avec la Fondation GRDF, vous avez développé une méthode innovante d'accompagnement dont vous lancez actuellement la 3e session. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques minutes? Oui, en quelques mots, vous dire que d'abord, cette méthode, elle s'appuie sur 3 piliers et 3 savoir-faire de nature différente et avec des acteurs sans doute assez différents, hein, d'ailleurs. Le premier, premier pilier est de permettre d'embarquer des personnes dans un parcours qu'on appelle parcours expérientiel pour leur permettre de valoriser leur savoir-faire, pour leur permettre déjà de mesurer à quel point ils ont des connaissances et des compétences et quelles sont leurs pratiques sur ces questions de modèle socio-économique. Donc, c'est un premier pilier d'embarquement des personnes et de reconnaissance des savoir-faire et déjà en fait, des savoirs et savoir-faire déjà en place. Le deuxième pilier qui est au cœur du parcours s'adresse vraiment aux organisations et on est dans un parcours d'accompagnement collectif qui va articuler des temps individuels, des apports
théorique, de l'outillage, mais surtout qui va permettre aux organisations qui y participent de prendre le recul nécessaire à la fois pour mieux qualifier leur modèle socio-économique, mieux le comprendre. C'est-à-dire que notre pratique d'accompagnement montre qu'en fait, déjà, pouvoir comprendre quelle est la nature de son modèle socio-économique et plus précisément même de ses modèles socio-économiques et comment cela s'articule avec sa propre valeur, ce n'est pas si évident. Donc, les qualifier pour leur permettre de se projeter et trouver des leviers d'évolution pour avoir un modèle socio-économique, bien évidemment, le plus durable possible, le plus résilient, modèle qui est souvent totalement imbriqué dans son écosystème. Donc, on a un deuxième pilier assez important qui est ce parcours collectif mêlant de l'outillage, des effets miroirs, des effets de co-développement, bien évidemment, puisque ce sont des organisations qui vont pouvoir partager aussi leurs expériences et leurs réflexions. Et enfin, on a un troisième pilier qui est peut-être moins peut-être chronophage, j'entends, mais tout aussi important, qui est un module de gouvernance dont on va réfléchir aussi demain avec qui il sera mené, puisque l'enjeu est de permettre aussi aux gouvernances de s'approprier la compréhension à la fois de où sont les modèles socio-économiques des organisations qu'elles pilotent, mais aussi de mieux s'approprier le concept, les sujets, et en faire un enjeu de débat collectif, parce que ce que l'on sait, c'est que la question du modèle socio-économique, à la différence, qui est très différent des sujets de gestion financière, ce n'est pas un sujet d'expert. C'est un sujet d'abord stratégique qui est partagé entre différents acteurs et qui doit se partager à plusieurs. Il y a un enjeu majeur à ce que les gouvernances se saisissent et puissent parler des questions de modèle socio-économique comme elles parlent assez naturellement de leur projet stratégique, quelle que soit leur organisation. Donc voilà, c'est un parcours qui mène ces trois piliers, vous voyez, avec des visées différentes, avec des publics un peu différents, mais dont l'enjeu est d'avoir des modèles socio-économiques résilients. Et peut-être demain, aujourd'hui c'est animé par la DASI, mais on le souhaite animé par différents acteurs qui s'articulent. C'est déjà en partie le cas aujourd'hui. Merci Caroline. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à participer au prochain webinaire Trajectoire socio-économique. Quelle nouvelle méthode qui donc se tiendra le jeudi 19 février de 13h à 14h30. Les inscriptions sont déjà ouvertes à partir de la plateforme Trajectoire socio-économique. Et ce webinaire sera copiloté avec l'ADASI. L'actualité du trimestre maintenant. Armelle, si vous me permettez, je voudrais Oui, bien juste sûr. rajouter un point parce que Caroline Germain est très modeste, mais sa contribution à la base impact est tout à fait significative puisque l'ADASI a réalisé un guide pratique justement sur les modèles socio-économiques, c'est-à-dire l'articulation des richesses humaines, des ressources financières et des alliances stratégiques, et l'a illustré à travers des cas très concrets d'une diversité d'acteurs d'intérêt général. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver à la fois le guide et ses monographies sur le site de la DASI, mais bien évidemment, dans la partie modèle socio-économique des exemples inspirants, puisque là aussi, et c'est un point sans doute particulier à souligner, c'est que puisque la base impact est un commun, il est bien évident qu'il valorise à la fois le travail en commun, mais aussi le travail individuel de chacun. Et je voudrais insister sur ce point, c'est pour ça que le format, finalement, est assez souple pour pouvoir contribuer à cette base, afin de ne pas exiger de nos partenaires de refaire dans un format unique et standardisé, finalement, l'information des exemples inspirants. Et donc, quand il s'agit de nos partenaires issus du monde de l'entreprise, je pense par exemple à la Fédération des entreprises de propreté, où chaque année, les lauréats du prix de l'engagement, de la responsabilité sociétale des entreprises vient s'ajouter aux exemples de pratique des entreprises dans la base impact, eh bien évidemment, ce n'est pas le même format que lorsque l'ADASI vient ajouter ces exemples inspirants de modèles socio-économiques des associations d'intérêt général. Et on pourrait dire exactement la même chose avec nos amis de l'ANPP Territoire de Projet pour les exemples de collectivités territoriales impliquées. Et donc, j'insiste lourdement de cette importance de pouvoir valoriser à la fois ce commun,
mais ce n'est pas un commun stéréotypé qui demande à tout le monde de rentrer finalement dans une trame commune. C'est au contraire de prendre en considération que nous ne pouvons pas montrer comme exemple inspirant exactement le même format lorsqu'il s'agit d'une association d'intérêt général, d'une collectivité territoriale, d'une entreprise, d'un acteur académique ou d'une institution. Et c'est ça aussi tout le génie qui a été construit avec nos amis de SINDUP, c'est de dire comment on peut avoir un cadre et un cap commun avec une agilité de l'information qui permet à chacun de ne pas avoir une entrée dans l'outil trop complexe à gérer, parce qu'on sait sinon qu'on est dans un outil qui est beaucoup trop difficile à gérer, c'est-à-dire que finalement, il oblige chacun à aseptiser sa spécificité pour entrer dans le cadre commun. Et ça, je crois que c'est vraiment le génie de SINDUP, et je remercie encore une fois Michael pour tout le travail qui a été fait pour pouvoir avoir une architecture commune, mais de laisser à chacun des partenaires de cette base impact, finalement, la valeur de sa propre qualification, parce que oui, quand l'ADASI qualifie un modèle socio-économique d'intérêt général, eh bien, ça n'est pas la même façon que quand la Fédération des entreprises de propreté qualifie la responsabilité sociétale de leurs membres, et pourtant, eh bien, c'est bien cette qualification qui fait en sorte que ça a une valeur spécifique et que ça peut être à la fois un commun et un outil de dialogue entre tous. C'est bien ça, l'art, finalement, de cette base impact. Et vous comprenez pourquoi il nous aura fallu 5 ans pour la co-construire, parce que ce n'est pas si facile que ça de pouvoir articuler un cadre commun avec une souplesse et une agilité qui correspond au plus près du premier kilomètre. Et je tiens à ce titre à remercier particulièrement Caroline Germain, parce que au-delà du travail qui a été mené depuis plus d'une dizaine d'années maintenant pour justement arriver à la plateforme trajectoire socio-économique, eh bien ces exemples inspirants à travers le guide qui a été publié l'année dernière par l'ADASI permet réellement d'éclairer la spécificité de la diversité des modèles d'intérêt général au plus près du terrain. Et ça, c'est précieux pour tous. Donc merci Caroline d'avoir à la fois porté le message du collectif, mais je tiens aussi à valoriser tout particulièrement le rôle de l'ADASI dans sa capacité à décrypter et à qualifier des modèles socio-économiques dans leur diversité, ce qui permet à chacun de pouvoir mieux comprendre ce concept, parce que oui, articuler les richesses humaines, les ressources financières, les alliances stratégiques, c'est bien au-delà d'aller faire une diversification des financements, et c'est bien cela qui est derrière tout le travail qui a été fait depuis 20 ans. Merci infiniment, Caroline. Merci, Charles-Benoît. Merci Charles-Benoît pour cette information complémentaire. Et effectivement, hein, tous les exemples sont différents et correspondent à ceux qui nous les font. Pour finir donc, l'actualité du trimestre, en décembre dernier, lors de la dernière session d'embarquement, nous vous avions présenté les 7 leviers pour agir en commun. Ce mois-ci, ce trimestre, le fonds ODD 17 vous propose de voir concrètement comment ces leviers peuvent s'articuler pour répondre aux 4 grands types de besoins identifiés sur les territoires. C'est d'ailleurs dans cette logique que s'inscrit le programme 2026 du fonds ODD 17 que je vais vous présenter rapidement aujourd'hui. Entre 2024 et 2026, le programme Réussir ensemble la territorialisation des transitions, mené avec l'ADEME, AG2R La Mondiale et le Fonds de développement de la vie associative, a permis d'accompagner 81 écosystèmes territoriaux. Ce travail d'accompagnement et de dialogue a fait ressortir 4 grands types de besoins que l'on peut relier directement au levier pour agir en commun. Dans 63% des cas, le besoin prioritaire est de s'informer, de s'inspirer, de se situer. Dans 25% des situations, l'enjeu est plutôt de consolider et de valoriser les expériences existantes. Dans 9% des cas, il s'agit de pérenniser une innovation territoriale qui a déjà fait ses preuves. Et enfin, dans 3% des situations, les territoires sont confrontés à des défis spécifiques qui nécessitent l'invention de nouveaux modèles en mobilisant plusieurs leviers. Vous pouvez retrouver sur le jeudi d'hier le plan d'action détaillé du fonds ODD 17 pour cette année 2026. Vous le retrouvez également sur la plateforme ODD 17. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que pour vous inscrire sur la plateforme
base Impact Alliance pour pouvoir avoir ainsi accès à l'ensemble des ressources que nous venons d'évoquer. Nous nous retrouvons le trimestre prochain. D'ici là, nous vous souhaitons une agréable journée. À bientôt et merci à nos intervenants.